ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Bienvenue dans ce tout nouveau format, car il s'agit du premier épisode sous forme d'interview. L'idée, c'est que vous allez découvrir des parcours de personnes d'horizons variés qui, un jour, se sont enfin lancées en investissement immobilier. Mon objectif, à travers ces témoignages, c'est d'apporter du concret au podcast qui va vous inspirer, vous donner des idées et surtout vous remplir d'une bonne dose de motivation. Aujourd'hui, j'accueille Jennifer et Alexis. Jennifer et Alexis se sont rencontrés en 2009, puis se sont mariés. Aujourd'hui, ils habitent à Chambéry, en Savoie, et ont 2 enfants qui ont 6 ans et 8 ans. Du peu que je les connais, ils forment une famille qui aime la nature, la liberté et les voyages, d'où le nom de leur compte Instagram « Vis ma vie de bohème », dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Leur premier investissement était pour le coup assez atypique, car il s'agissait d'un bateau qu'ils ont mis en location. Puis ils ont acheté leur résidence principale, et en 2019, ils se sont lancés en investissement immobilier. La suite de l'histoire se trouve dans cet épisode. Bonne écoute! Alors, salut Jennifer et Alexis, je suis super contente de vous accueillir sur le podcast, surtout que c'est la première fois que je fais un interview, alors bonjour à tous les deux. Bonjour Dorine. Salut Dorine. C'est une première pour nous aussi. On est ravis de pouvoir participer à ta première interview. Bah, c'est génial. Donc en fait, le concept, c'était que je vais vous poser une série de questions pour essayer de comprendre votre parcours, tout ce que vous avez fait et que les auditeurs sachent et comprennent votre démarche d'investissement. Voilà. Donc j'attaque direct avec la première question. La première question, c'est déjà, je voulais savoir d'où vous venez, quelle a été votre éducation, vos études et quelle a été également votre éducation concernant l'argent en général dans votre famille. Alors, moi j'ai grandi en fait dans une famille modeste. Mon père est cuisinier, ma mère a passé une grande partie de sa vie à élever ses 8 enfants. Et mon beau-père, lui, travaillait dans la fonction publique. Et moi, j'ai fait des études et travaillé dans le secteur médico-social. D'accord. Et t'as longtemps travaillé du coup dans le secteur médico-social ? Jusqu'en 2019. En fait, j'ai commencé à travailler très tôt, à 18 ans, pendant que je faisais mes études, j'ai commencé un petit peu l'aide à la personne, etc. Et ensuite, j'ai fait pas mal de boulot, j'ai pas mal changé, mais ça a toujours été un petit peu dans le secteur du médico-social. D'accord. Et toi, du coup, Alexis ? Alors moi, je suis l'aîné de 3 enfants, donc j'ai une petite sœur et un petit frère. Donc moi, mes parents, quand j'étais petit, travaillaient ensemble. En fait, mon père travaillait dans l'entreprise de ma mère, qu'elle avait créée. En fait, c'est une entreprise de logiciels informatiques. Voilà, donc au départ, elle travaillait de la maison. Donc j'ai pas mal été lié avec le travail de mes parents qui était en dessous de la maison et nous on jouait en dessus. Après, plus tard, elle a déménagé dans d'autres locaux. Mais voilà. Donc voilà. Et du coup, quelle était la vision, enfin, comment est-ce que vos parents faisaient leurs investissements ? Est-ce qu'ils investissaient ou est-ce que, dans quel type de milieu d'investisseurs vous avez grandi ? Alors moi ma mère et mon beau-père étaient locataires et j'ai mon père qui a eu sa résidence principale. Il a eu aussi un restaurant, donc il a été entrepreneur, mais après je sais pas s'il était propriétaire vraiment que du fonds de commerce ou si c'était aussi les murs. Mais en tout cas, il a été entrepreneur.
Mais j'ai pas grandi dans un milieu vraiment d'investisseurs. D'accord. Et moi, hormis donc cette entreprise quand même c'était déjà une forme d'entrepreneuriat, mais il n'y avait pas un sujet d'investissement autre que ça, quoi. Il y avait pas, ils avaient leur maison, leur résidence principale, mais il n'y avait pas d'investissement locatif à côté. On parlait, enfin, j'ai jamais entendu parler de bourse ou quoi que ce soit. Enfin, c'était vraiment l'activité principale, c'était cette entreprise-là. Mais c'est qu'après que j'ai découvert ça, mais c'est pas par le biais de mes parents en tout cas. Ah bah alors justement, ça fait la liaison parfaite. Du coup, quand est-ce que vous avez commencé à réfléchir à votre vision quand vous êtes rentré dans le monde du travail? Qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à penser à l'investissement? Alors, en fait, moi, au départ, depuis que je suis toute petite, mon rêve, c'était d'avoir ma maison, un mari, des enfants, enfin, le schéma classique. Mais de là, après, à parler vraiment d'investissement, c'était, voilà, investir, j'avais envie de dire plutôt t'offrir ta maison, ta résidence principale. Mais pour moi, investir dans l'immobilier, c'était inaccessible. Et l'argent était tabou. Donc, du coup, voilà, c'était plus d'avoir le rêve d'avoir sa maison avant de penser vraiment à investir pour avoir des revenus supplémentaires, alternatifs, etc. C'est ça. Moi, de mon côté, je suis charpentier d'origine, couvreur. J'ai fait un apprentissage à 18 ans de 4 ans. Et en fait, ça m'a amené à créer mon entreprise en 2012. Donc aujourd'hui, je gère encore cette entreprise depuis. Donc j'ai 3 salariés, ce qui me permet de dégager un peu plus de temps pour d'autres projets. Et en fait, c'est grâce à Internet, quand on regarde des vidéos sur Internet, tout ça, j'ai pris connaissance de l'immobilier, j'ai découvert l'immobilier. Et à partir de là, c'est en discutant avec Jennifer qu'on s'est dit qu'on pourrait se lancer à acheter un appartement. En fait, quand j'ai découvert qu'on pouvait se rembourser le crédit par les loyers, là, ça fait jackpot dans la tête, quoi. Donc, du coup... on s'est dit go. Puis en plus de ça, on l'a pas dit, mais on était nos voisins à l'époque de notre résidence principale. Ils louaient un petit appart en Airbnb au-dessus de chez eux. Et en fait, on voyait défiler les voitures. Et en fait, ça s'était loué tous les jours, quoi. Donc on s'est dit vraiment là, franchement, c'est sûr que ça marche et il faut qu'on fasse quelque chose là-dedans, quoi. Ah ouais, cool. Ah oui, Ouais. c'est chouette d'avoir des voisins comme ça. C'est ça, ouais. En plus, c'était dans un petit village un peu reculé, entre guillemets. C'était pas en centre-ville de Chambéry. Donc, on pourrait se dire, c'est pas hyper bien placé et tout ça. C'était quand même loué tous les jours, quoi. Donc, c'est ça qui est dingue. Ouais. Mais du coup, vous m'avez pas parlé de votre bateau, parce que ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué quand j'ai appris à vous connaître. C'est que vous avez acheté un bateau. Oui, donc, c'est vrai. Est-ce que ça fait partie du chemin et du cheminement? Ouais, quand même un peu, ouais. Alors, en fait, au départ, Alexis a eu l'opportunité d'avoir une place au port du lac du Bourget, donc c'est quand même quelque chose d'assez rare. Donc il s'est dit, allez, je saute sur l'occasion, je passe mon permis bateau, et puis on s'offre un bateau, enfin on s'achète un bateau, et comme ça on va pouvoir profiter en famille du lac du Bourget, du bateau, etc. C'est juste pour pas louper l'occasion, quoi. Voilà, Vraiment, c'était pour pas louper l'occasion, c'était pas du tout dans le but ensuite, Parce qu'il faut savoir quand même que si tu veux une place au port avec les bains, il y a une liste d'attente, et si t'achètes pas un bateau qui est sur une place, tu peux attendre 10, 12 ans, quoi. Donc, autant te dire que si t'as l'opportunité, faut sauter dessus, quoi. Voilà. Voilà, et puis en fait, un jour, je discutais en fait avec des collègues de boulot qui me disaient on louait pas du tout le bateau à ce moment-là, et puis on parlait bateau, je dis ouais, on a un bateau sur le lac du Bourget. Elle fait est-ce que tu le loues? Pas vraiment en fait. On le loue pas, c'est surtout pour nous, et je savais même pas en fait que c'était possible, et en fait elle m'a parlé à ce moment-là d'un site qui s'appelle du coup Click and Boat. Et on s'est dit allez, pourquoi pas essayer. Donc le soir j'en parle à Alexis, etc. Et là il me dit tu crois, le bateau il est quand même vieux, je sais pas si ça va se louer. Ouais, c'est ça, c'était pas non plus un super bateau. Ouais. Bon, il était quand même convenable pour se balader et tout, mais je me suis dit, la première impression c'était de me dire je pense que les gens qui louent un bateau, ils louent plutôt des super bateaux qui vont super vite avec les skis nautiques et tout ça. Donc moi j'y croyais pas du tout. Et après finalement elle m'a convaincu. Je me suis dit
ça coûte rien d'essayer de toute façon. Donc Click and Boat, c'est une plateforme un peu comme Airbnb, mais pour le bateau. Et on décide donc de faire l'annonce, les photos, machin, et là c'est hallucinant quoi. Ça prend direct, c'est loué tous les jours, c'est tous les gens qui louent, ils sont super contents. Et là on a les virements de Click and Boat sur le compte en banque qui arrivent quasiment tous les jours parce que c'est viré immédiatement, il y a pas vraiment de délai, enfin il y a un délai de 2-3 jours, mais après ça fait un roulement et là on commence à se dire mais c'est énorme, quoi. On commence à avoir nos premiers revenus alternatifs, quoi, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, peut-être, en un mois, en fait, finalement, ça te fait un bon salaire. Enfin, ça restait, ça te fait l'équivalent d'un salaire classique, quoi. En fait, si on peut parler vite fait chiffres avant de passer à un autre sujet, donc on a commencé en milieu de saison la première année, ça nous a rapporté environ 2000 euros. Et la saison suivante, on a loué vraiment dès le début, c'est-à-dire que ça se loue pas forcément que juillet et août, ça se loue aussi juin, mai, même septembre, des fois même octobre. J'ai même eu des fois des demandes en hiver pour les pêcheurs, enfin vraiment dingue. Et donc la deuxième année, quand on a loué depuis le début, ça nous a rapporté plus de 5000 euros, quoi, quand même. Au total. Juste pour louer le bateau, quoi. Donc sur l'été, cool, quoi. Et la première année... Et un bateau, ça coûte combien? Pardon, le bateau, on l'avait acheté 3000 euros. D'occasion. Ah ouais, donc c'était génial. Ouais. Donc il a été extrêmement rentabilisé, celui-là. Et puis après, il faut quand même penser qu'il y a la place au port à louer. Donc il faut le rentrer dans le truc. Ça coûte 600 euros à l'année. Il y a un peu d'entretien de bateau. Et c'était donc c'était l'ancien bateau. Là, depuis, on a changé, mais c'était un bateau qui consommait de l'huile. Techniquement, il fallait acheter de l'huile pour remplir le réservoir, donc ça c'était à notre charge aussi. Et puis après on s'est mis, donc on avait tellement de locations qu'on pouvait plus tout le temps assurer, parce qu'il faut savoir qu'il faut se présenter le matin quand même, faut expliquer le bateau, et le soir il faut revenir quand ils reviennent pour attacher le bateau. Et puis aussi il faut le nettoyer, il faut le lendemain, quoi, pour qu'il soit propre pour les autres locataires. Donc à la fin c'était tellement trop qu'on a cherché quelqu'un. On a trouvé une personne qui le faisait pour nous parce qu'on ne pouvait pas se déplacer. On n'est pas très loin du lac, mais tous les jours le matin, bon ça va que j'étais à mon compte, donc je pouvais me débrouiller, mais tous les jours le matin et tous les soirs y retourner, mine de rien, ça fait quand même des allers-retours. Donc après on a trouvé une personne qui gère ça. Mais alors du coup, vous en avez racheté un autre de bateau entre-temps, c'est ça? Vous l'avez remplacé? C'est ça, parce que l'année dernière, du coup, le fait donc comme c'était un vieux bateau, hein, il avait plus de 30 ans. Forcément, le fait de le faire tourner tous les jours, il s'use un peu plus vite que quand tu viens que toi le week-end de temps en temps. Et là, il a fallu quand même il est tombé en panne plusieurs fois, et donc il commençait plus trop être fiable par rapport au locataire. C'était un peu gênant, et donc on a décidé de le revendre. Et là, on en a pris un neuf pour cette saison-là qui attaque là. Ok, et du coup, c'est délégué. T'as quelqu'un sur place qui fait les entrées et sorties, enfin check-in, check-out du bateau, et ça tourne, quoi. Ouais, là, la grosse chance aussi qu'on a, c'est qu'on est à côté des locations de bateaux professionnels juste en face. Donc il y a des professionnels qui ont une douzaine de bateaux qui louent. Et donc je suis allé les voir, je leur ai dit, donc ils voyaient bien qu'on louait le bateau. Je suis allé les voir, je leur ai dit, écoutez, est-ce que ça vous intéresse de gérer mes locations en plus des vôtres et en échange d'une petite rémunération, tout ça. Et ils ont été super sympas, ils ont dit écoutez, pas de souci, ça fera, parce qu'ils embauchent des jeunes l'été, ils ont dit c'est les jeunes qui s'en occuperont, ça leur fera un petit pourboire en plus pour l'été. Et du coup c'est même mieux, parce que eux maintenant ils sortent le bateau du port, parce qu'il y a une petite manœuvre à faire, et ils le mettent sur le quai, comme ça les locataires ils ont plus qu'à aller sur le quai, ils reviennent sur le quai, il y a moins de risque d'abîmer le bateau, tout ça, et eux ils sont sur place, donc en fait s'il y a un problème ils les appellent, enfin c'est vraiment Ah, c'est génial. Et du coup c'est 100% passif maintenant. C'est ça. Ouais, c'est 100% passif, ouais. Ah, la méga classe. Et du coup, après, vous êtes passé à l'immobilier, plus sur la mer, mais sur la terre, du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'était... donc, on a commencé à louer le bateau en 2018. Et après, on a continué en 2019. Et c'est en 2019, donc, comme je disais, que je découvre l'immobilier par le biais d'une formation en ligne. Et donc, en fait, au-delà de la formation, donc c'était une formation en ligne qui était, il y avait aussi, donc il y avait des cours, et il y avait aussi des retranscriptions de séminaires. D'accord. Je sais pas, Dorine, si toi tu as déjà participé à des séminaires.
Moi, j'avais fait un Dans séminaire en l'immobilier. live à l'époque. Enfin, en Ok. vrai, tu veux dire en physique? Ouais, en Nous, physique, on en ouais. avait fait un. On avait fait celui de Pierre Ollier. C'était en, je sais plus, en 2000, Ah, ouais. peut-être 2019. Mais D'accord, ouais. nous, on n'avait pas suivi de formation avant d'investir. Parce que quand on avait commencé à investir, c'était en 2016 et à l'époque, c'était pas encore la mode des formations. Ah oui. Donc nous, on a acheté des D'accord. formations après coup qui ont confirmé que ce qu'on avait fait, c'était bon, quoi. Enfin bref. Ah ouais, c'est cool. Ouais. Parce que des fois, c'est l'inverse. On achète des formations, on se dit, ah mince, on a fait ça, mince, on aurait pas dû faire ça. Ouais. Bah, nous, c'est ce qui nous est arrivé. Du coup, on a acheté notre résidence principale avant d'avoir des connaissances. Donc bon, c'était pas si pire, mais par exemple, on a mis beaucoup trop d'apports dans la résidence principale. C'est ce qui fait aussi qu'on a dû la revendre pour se débloquer, pour faire d'autres projets parce que on avait trop d'argent. Vous aviez d'abord acheté votre résidence principale et après, quand même, pour acheter votre premier investissement locatif que vous pensiez au départ faire en locatif, vous aviez dû revendre votre maison ou votre résidence Non. principale? Non, vous aviez quand même réussi à faire les deux investissements directs. Oui, on avait les deux en même temps, ouais. Donc votre premier projet au départ d'investissement immobilier, c'était de faire de la courte durée comme les voisins. Alors, en fait, au départ, on pensait faire de la colocation. Du coup, on avait aménagé, enfin, au niveau des travaux, on avait aménagé l'appartement de façon à faire de la colocation. Et en fait, c'était en plein dans le Covid. Ouais. Donc, du coup, on est revenu un petit peu en se disant, bah voilà, peut-être que les étudiants ou les jeunes actifs, voilà, ils seront peut-être pas forcément intéressés pour se loger tout de suite, Bah, c'est surtout que etc. C'était avant le mois de septembre, donc l'année avait déjà commencé, etc. Donc, on s'est dit, bon, on va tenter la courte durée, en fait, jusqu'au mois de septembre, au moins jusqu'au mois de septembre. Ouais. Bah, c'était vraiment en plein Covid, quoi. Donc déjà, les étudiants, ils partaient des colocations. Ceux qu'on connaissait, les étudiants, ils partaient. Enfin, ils rentraient tous chez eux, quoi, parce qu'ils pouvaient pas finir leurs études. Et du coup, on s'est dit, laisse tomber, on va pas commencer à faire un casting d'étudiants. On s'est dit, bon, allez, on le met en courte durée, l'appart entier, et puis on voit ce que ça donne. Et c'est vrai ça s'est loué, quoi. On était soulagés sur ce point de vue-là, c'est que ça s'est quand même bien loué. Donc on a fait du Airbnb pendant 6 mois, ouais. Ouais, Donc, c'était après le confinement, etc. Quand on a ouais. retrouvé un petit peu. Oui, c'est ça, ouais. On a quand même eu. C'était à peu près en fait au printemps, l'été, etc. Quand ça s'est un petit peu calmé au niveau des confinements, Ouais. à ce moment-là, on a pu commencer à louer. Parce que vous l'aviez acheté juste avant le confinement, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, on l'a acheté en février. 2019. Ouais, c'est ça. Non, février 2020, parce que le confinement c'était en mars 2020. Ouais, février 2020. Ouais, février 2020. Et les travaux, je me rappelle, les travaux ont démarré. L'artisan, il a bossé tout le confinement. Et les travaux ont démarré juste pendant le confinement, enfin au départ du confinement, quoi. Ah, et du coup, à la sortie du confinement, vous deviez être en mode du coup, je fais courte durée, longue durée, c'est ça qu'en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc en fait, on a commencé en fait vraiment à le louer en fait fin 2020 et tout 2021. Jusqu'en septembre, quoi. Jusqu'en septembre 2021. Ouais, jusqu'à ce qu'on déménage dedans, quoi. Parce que là, on habite dedans. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous l'avez pas continué à le faire tourner Enfin, je voulais comprendre pourquoi. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Parce que vous aviez votre résidence principale, votre courte durée, le bateau. Ouais. Donc après, on a voulu continuer du coup à investir. Du coup, on se dit c'est trop bien, on va continuer à regarder un petit peu ce qui se fait, etc. Et en fait, on a eu parce qu'on était du coup en contact avec un agent immobilier qu'on connaît bien. Et en fait, elle nous a mis sur le coup d'une maison avec un énorme terrain. Donc on s'est dit super, on rénove la maison, on revend la maison et ensuite on détache le terrain de la maison, on revend la maison rénovée et nous on récupère le terrain et on fait construire notre maison dessus. Ah ouais, Voilà. génial. Et en fait, en vendant la maison rénovée, ça payait la construction de la maison. C'est ça. En gros, quoi, le schéma caricaturé, c'est ça, ouais. C'était des opérations comme ça. Voilà. Et... Sauf que on a fait pas mal de banques et en fait ils ont pas voulu financer en nom propre. Donc c'est là qu'on s'est dit du coup il faut peut-être le créer en société. Et là on s'est dit c'est là qu'on a commencé un petit peu à réfléchir à si on vendait pas notre résidence principale justement pour pouvoir récupérer du coup l'argent qui était mobilisé dessus
pour pouvoir ensuite continuer nos projets, Voilà, nos projets immobiliers. C'est ça, il nous manquait de l'apport en fait on est un peu bloqué en fait au niveau emprunt. Et du coup, on aurait pu en fait dans la foulée faire quand même si on avait réussi à vendre la maison à temps, on aurait pu éventuellement faire le projet en nom propre, sauf que on commençait à être limite au niveau des dates, au niveau des prêts, etc. Ouais. Donc du coup, on est parti sur la création de la société, quoi. Et donc maintenant, du coup, on a créé. Alors, ouais, pardon. Je voulais savoir du coup cette société. C'est quoi du coup cette société ? C'est une société de marchand de biens du coup, une SARL. Et du coup, on a fait le projet en société. Donc quelque part, on a loupé cette opportunité en nom propre, mais ça permet aussi de lancer la société de marchand de biens, parce que c'est quand même pas évident au départ. Il faut quand même trouver vraiment une bonne affaire, sinon les banques elles veulent pas financer. Et ça, effectivement, c'était vraiment une super affaire, que ce soit en nom propre ou en société, c'était une super affaire. Donc c'était vraiment off-market, le bien. C'est vraiment, il passait pas sur le bon coin. Et du coup, cette affaire-là vous est passée sous le nez quand même, parce que vous n'avez pas pu l'avoir, ou vous l'avez eu cette affaire ? Si, on l'a eu, ouais. Et justement, on l'a fait en société. Ok, je suis soulagée, j'ai cru que vous l'aviez raté à cause de tous les trucs administratifs. Ouf, oui, non, mais parce que quand on a une bonne affaire... Ouais, non, c'est sûr. C'était vraiment... ric-rac niveau timing, mais dans le compromis, on l'avait mis qu'éventuellement on achèterait en société. C'est très important. On avait prévu le coup en se disant, au cas où. Et du coup, ça a pu se faire. Et donc, en fait, on s'est dit, par exemple, pour revenir du coup à l'appartement, parce que du coup, on a vendu notre maison, et du coup, il fallait bien qu'on aille habiter quelque part, et on s'est dit, autant aller habiter dans notre logement qu'on avait mis en location. Et en plus, par rapport, en fait, c'est super bénéfique, parce que le jour où on veut le vendre, en fait, du coup, on n'aura pas de taxes, on n'aura pas d'impôt sur la plus-value, vu que ce sera du coup en résidence principale. Du coup, on a fait le choix de vendre la maison pour pouvoir créer la société, et pour pouvoir ensuite habiter dans notre appartement pour plus tard éventuellement le revendre. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, quand on a fait les travaux de l'appartement, c'était pour du locatif, donc c'était rentable en locatif. Mais en fait, on s'est rendu compte aussi que c'était hyper rentable en le revendant. En fait, sans s'en rendre compte, quand tu mets l'achat plus les travaux et le prix où tu le revends, tu te rends compte que ça se discute, quoi. Quand tu fais une belle plus-value en revendant, tu te dis le locatif c'est bien, mais si tu peux avoir un bon pécule d'un coup aussi, c'est bien aussi quand t'as plein de projets à côté, quoi. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on a vendu la maison parce qu'on rêvait d'avoir un camping-car. Et ça nous a permis aussi d'acheter un camping-car. Donc c'est l'appartement. On quitte une maison pour un appartement, mais on se paye un camping-car pour partir en vacances avec, voyager. Ouais, c'est ça. C'était ça qui était important pour nous. Ah, c'est génial. Donc en gros, là maintenant, vous avez décidé de devenir des marchands de biens au top du top, quoi. Enfin, de continuer à faire ça, des opérations d'achat-revente. Et c'est votre stratégie pour les années à venir. Voilà, c'est ça. Tant qu'on n'a pas la possibilité de réemprunter avec des banques facilement, de grosses sommes en nom propre, et on va continuer là pendant cette période où c'est un peu compliqué, j'ai l'impression, pour avoir des financements. Et on va continuer en marchand de biens. Là, l'opération va se terminer. Là, on va revendre donc du coup le terrain et la maison. Et puis après, on va enquiller sur une autre opération un peu plus grosse, certainement. Donc, Et du coup, juste pour comprendre, en fait, vous y passez... aujourd'hui, vous êtes à temps plein sur... à la fois, tu gères ton affaire de charpentier, plus la partie marchand de biens. Et toi, Jennifer, maintenant, toi, tu as besoin de travailler, ou tu peux ne plus trop travailler ? En fait, là, justement, on essaye... parce que du coup, moi, j'ai décidé du coup d'être indépendante, en fait, de plus avoir besoin de dépendre d'un salaire au niveau d'un emploi, quoi. Donc du coup, moi j'ai bien envie, on va continuer du coup toute la partie immobilier, mais on va aussi mettre en place un peu des infoproduits, justement pour avoir un peu des revenus, et pour ensuite, dans quelques années, pouvoir réinvestir peut-être dans une résidence principale, et pourquoi pas aussi réinvestir dans d'autres biens immobiliers. Voilà, là où on en est, il nous faut
un peu plus de revenus pour pouvoir continuer un petit peu le cheminement de l'investissement immobilier. En parallèle, tu travailles sur une offre en ligne, quoi. C'est ça aussi. L'idée, c'était aussi de faire un business internet en plus de l'immobilier, quoi. D'où le compte Instagram. Et du coup, vous pensez, par exemple, guider des gens pour faire de l'achat-revente, enfin, faire des infoproduits justement sur le côté marchand de biens, achat-revente, ou pas? Ou rien à voir? Disons que ça peut être une piste qu'on pourrait explorer suivant les personnes qui veulent. En fait, dans un premier temps, on aimerait faire prendre conscience aux gens qu'en fait, il suffit pas forcément grand chose pour avoir des opportunités et puis pour changer de vie, éviter de salariat, si on a un boulot qui nous plaît pas, tout ça. En fait, on aimerait inspirer les gens dans ce sens-là et après les orienter suivant les profils c'est vrai que l'achat-revente de résidence principale, c'est super. Après, c'est pas adapté non plus à tous les profils, mais c'est vrai que pour démarrer, c'est vraiment un tremplin parce que quand tu fais une plus-value nette d'impôt, je sais pas si tu as 70 000 euros de plus-value, tout de suite, même si tu t'arrêtes de travailler un petit moment pour respirer et voir d'autres projets, tu peux le faire grâce à ça, quoi. Donc c'est... Ouais, mais c'est de faire prendre conscience aux gens, en fait, que tu peux avoir ton salaire, mais tu peux aussi avoir des revenus alternatifs. C'est ça. Et leur dire qu'il n'y a pas forcément que le schéma classique qui existe, et que tu as plein d'autres choses, plein d'autres opportunités, plein d'autres possibilités, etc., etc. Le déclic du bateau. Prendre conscience des choses, quoi. Que même avec ce qu'on possède déjà, on peut déjà parfois se récupérer un petit revenu, quoi. Un petit revenu alternatif, un petit revenu supplémentaire. Voilà, là, il y a le bateau. Le camping-car aussi, on va peut-être le louer, voilà, pour le rentabiliser. Quand on part en voyage, en camping-car, on loue notre appartement. Et du coup, ça met quand même, si je peux dire, du beurre dans les épinards et d'avoir des petits revenus alternatifs déjà avant tout de suite de devenir un grand investisseur. Déjà de faire avec ce qu'on possède déjà, que c'est possible. Et qu'ensuite, il existe l'immobilier, il existe l'infoproduit, il existe Internet, etc., que c'est que le monde est vaste et qu'il y a plein de choses à faire, quoi. Ah, j'adore ce message. Oui, c'est génial. Oui. Et du coup, vous avez vraiment eu l'impression d'avoir changé dans votre esprit, enfin, vous voyez la vie différemment? Ah, complètement, ouais. Ouais. On se sent, on est toujours, Alexis est toujours un petit peu dans son travail, les enfants vont à l'école, mais dans notre tête, on est déjà un peu libre, en fait. On se sent libre de pouvoir vivre. J'ai quitté le salariat, donc déjà, je suis libre au niveau de mon temps. Je peux le gérer un petit peu comme j'ai envie. Je peux aller chercher mes enfants à l'école. Dès qu'ils sont malades, je suis là pour eux. J'ai pas besoin de trouver une solution parce qu'il faut que j'aille au travail, donc il faut que je le fasse garder. Donc déjà, tout le cheminement qu'on a fait déjà nous a permis, moi, c'est ce que je ressens, d'être déjà un peu libre de son temps. Donc après, notre rêve, c'est d'être indépendant financièrement et libre géographiquement. Mais déjà, je me sens déjà libre de mon temps, quoi. Et toi, Alexis, tu as un petit mot à partager aussi par rapport à comment tu te sens aujourd'hui à travers tout ce que vous avez déjà vécu là, dans les dernières années? Moi, c'est sûr que j'ai un esprit libre. Après, j'ai encore mon entreprise qui me prend encore pas mal de temps. Là, je suis en train de chercher des solutions justement pour ça. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on verrait pas la vie. C'est sûr que on verrait pas de faire ça autrement que ce qu'on fait maintenant, quoi. Ça, c'est sûr. Une fois que t'as eu le déclic, c'est difficile de revenir en arrière et de dire, je reprends ma vie comme elle était avant, quoi. C'est trop bien. C'est sûr qu'il y a des moments pas simples, mais c'est tellement de satisfaction quand il y a des choses qui fonctionnent et puis quand t'avances. Beaucoup de gratitude par rapport à ça, quoi. Ouais. Puis la liberté, finalement, ça n'a pas de prix, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Ouais. Tu te dis, t'es prêt à faire des concessions s'il faut un certain temps pour pouvoir être libre et puis vivre la vie dont tu rêves, quoi. Quitte à faire un peu des concessions au début, C'est génial. Je pense que c'est un super mot de la fin. Alors, merci 1000 fois pour être venu et avoir témoigné et avoir partagé votre expérience. Où est-ce que les personnes peuvent vous retrouver si elles ont envie de suivre votre parcours ?
Et ben alors, donc du coup, on a pour inspirer les gens au niveau des voyages et de la liberté, donc on a, comme tu disais au début, le compte Vie ma vie de bohème. Après, moi, j'ai un compte où je partage un peu plus la partie immobilier. Donc c'est sur Instagram, c'est Immo Liberté. Et moi, j'ai commencé, je disais qu'on souhaitait mettre en place un infoproduit, mais j'en ai déjà mis en place. Et c'est un outil pédagogique en fait pour les enfants. Donc c'est un produit qui est téléchargeable en ligne. Et du coup, c'est sur les bâtisseurs de graines. Ok, bah à ce moment-là, je peux tout mettre dans la description du podcast. Comme ça, si les auditeurs sont intéressés, ils peuvent aller voir ce que vous faites. Bah c'est super, bah merci beaucoup. Et puis bah voilà, à bientôt. Bah, merci à toi, hein, c'était très sympa. Ouais, merci de nous avoir invités. Merci. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.